table ronde maintenant avec Marjorie. Alors, si tu peux être là, voilà. Marjorie Gauthier, qui est du Secours populaire de la Fédération de Paris. Fabrice Mollier, donc, du Secours catholique. Jeanne Rochefort, merci. Des Médecins du Monde. Didier Maille. Pardon, vous étiez caché. Et Françoise Fromageau. Si vous en êtes d'accord, je vais laisser Françoise Fromageau commencer, Françoise qui est gériatre, au-delà d'être à la Croix-Rouge, mais qui... Je suis bien vue, Non. Oui. Voilà. Il y a des contraintes matérielles qui font qu'on change légèrement l'ordre des passages. Voilà. Donc je vais laisser Françoise Fromageau nous parler de la question l'isolement. Voilà. Merci Joël de tenir compte de mon agenda qui effectivement... C'est moi, Françoise Fromageau. Alors, je me remets mon beau chevalet là où c'est, voilà. Bon, merci beaucoup. La Croix-Rouge, alors le Secours populaire a 70 ans. Nous, il y a 50 ans, on est né sur un champ de bataille avec la question du soin conditionnel aux blessés. Donc cette question du soin, du secours, de l'assistance, de la santé fait partie quelque part de notre ADN, de notre génome à la Croix-Rouge française. Alors aujourd'hui, on n'est plus en guerre, mais on est dans une situation de crise qui perdure. On est dans des situations d'urgence qui sont totalement banalisées. On est dans une crise qui s'installe dans la chronicité avec, à mon sens, un vrai paradoxe, mais qui a été un petit peu souligné par les orateurs précédents, de la question de besoins émergents qui évoluent rapidement. Et de besoins émergents qui évoluent rapidement parce qu'effectivement, des nouveaux visages de la précarité apparaissent. Et on l'a vu, les jeunes étudiants, les femmes avec enfants, les personnes âgées, les travailleurs précaires, et qui nous obligent finalement à porter des regards et à pouvoir répondre à ces besoins émergents de manière rapide, à être adaptable, à être innovant, à être dans la proximité, à être dans l'accessibilité, à être dans la visibilité. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer trois situations, trois axes de travail de la Croix-Rouge française avec en regard quelques expériences que l'on met en place sur nos territoires. Le premier axe, c'est la question du regard et comment finalement on change les regards sur ces personnes en précarité. Et on a à la Croix-Rouge française des jeunes, mais au Secours populaire aussi, puisqu'on fait partie de liens très très forts de la jeunesse et d'action jeunesse entre le Secours populaire et la Croix-Rouge française. Et ces jeunes, ils nous obligent un petit peu à bouger nos lignes, à changer nos mentalités. Et ils ont mis en place, ils ont eu un projet qui s'est passé au SAMU social de Poitiers, entre bénévoles et bénéficiaires du SAMU social, par l'intermédiaire d'une expo photo. Et ça s'appelait, cette expo photo, Qui est qui ? Et c'est vrai que était le plus malin qui pouvait savoir qui de ces hommes et ces femmes était finalement le bénéficiaire ou le bénévole du SAMU social. Et je trouve que cette question du changer le regard, c'est-à-dire de faire en sorte de la reconnaissance de l'autre, de l'estime de soi et donner finalement aux uns et aux autres envie de vivre ensemble, me semblait quand même quelque chose d'important, et cette question du changer du regard. On a aussi à la Croix-Rouge française, et ça rejoint un petit peu l'une des pistes aussi qui a été évoquée sur la formation des futurs professionnels de santé. On a 19 instituts régionaux de formation en soins infirmiers. Et on a un certain nombre d'actions dans ces instituts de formation. La première, c'est d'inciter, en tout cas de proposer à nos élèves infirmiers, qui quand même passent au moins 3 ans dans nos instituts,
de devenir bénévole dans les SAMU sociaux. On a à peu près 200 dispositifs mobiles de SAMU social sur le territoire. Et c'est cette question, en tout cas, de pouvoir permettre à nos jeunes étudiants en soins infirmiers de pouvoir découvrir la précarité, de pouvoir, en tout cas, la reconnaître, la connaître. Et je pense que ça, c'est important. Il y a aussi le projet d'ouvrir dans ces instituts de soins infirmiers des modules concernant la santé-précarité. Et je pense qu'à terme, il faut vraiment, en tout cas, nous, qu'on puisse... Alors moi, je suis professionnelle de santé, je suis médecin dans un hôpital. Donc, je parle aussi, je dirais, pour mon activité professionnelle, qu'on puisse, mais ça l'a été un peu dit dans le pass, qu'on puisse en tout cas adapter nos structures de santé vraiment à cet accueil inconditionnel et respectueux, et puis qu'on puisse ouvrir nos hôpitaux au territoire. Je pense que ça, c'est important, et ça fait le lien avec le deuxième axe, qui est l'approche globale du parcours de santé des patients exclus et vulnérables, avec l'idée d'articuler les différents dispositifs et à la fois les articuler sur un territoire de vie. Ça, je pense que c'est aussi important, cet ancrage territorial qui fait sens. Alors, on a évidemment les APASM à la Croix-Rouge française, alors qui s'appelait Antenne Premier Accueil Social Médicalisé, alors qu'on a débaptisé et rebaptisé Accueil Santé Sociale, et qui sont des accueils tenus par des bénévoles de santé de la Croix-Rouge française et des bénévoles de l'Action sociale, qui permettent en tout cas d'accueillir les personnes précaires et vulnérables, avec, je trouve, deux choses intéressantes. Et ça a été dit très clairement aussi dans les précédentes interventions, c'est cette importance du lien social d'une part, et puis d'autre part peut-être la question de la visibilité de nos structures. Je pense qu'on a un certain nombre de choses, on fait un certain nombre d'actions, mais qui ne sont pas forcément connues à la fois des bénéficiaires potentiels et à la fois des partenaires. Donc ça, c'est important aussi peut-être de redire ça. Et puis la Croix-Rouge française a un certain nombre aussi d'établissements sanitaires. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir, et on accueille un certain nombre de personnes vulnérables dans ces établissements sanitaires, souvent en soins de suite et rééducation. Et la question, c'est de pouvoir en tout cas faire accompagner ces patients, qui sont patients dans les établissements, par des bénévoles de la Croix-Rouge française pour leur permettre finalement de pouvoir, à la sortie de l'hôpital, retrouver des lieux de rencontre, d'écoute, que sont les 1000 implantations des implantations des unités locales bénévoles de la Croix-Rouge. Et puis ça a, à mon sens, deux leviers. Le premier levier, c'est vraiment un accompagnement bénévole et citoyen, et qui permet en tout cas à la personne qui sort de l'hôpital de retrouver une place dans la cité. Et je pense aussi que ça a un lien très important autour de la prévention. Et puis on l'a vu aussi, je pense, c'est de changer l'image de l'hôpital, des institutions hospitalières ou sanitaires pour les bénéficiaires. Je pense que c'est aussi important, à partir du moment où on a un accompagnement citoyen de qualité à l'intérieur des structures sanitaires, ça change le regard, et effectivement, la prochaine fois, ces personnes-là, elles franchiront la porte de l'hôpital en confiance, et je crois que ça aussi, ça fait partie des choses importantes. Le troisième point que je voulais mettre en avant, c'était la parole des bénéficiaires, c'est-à-dire comment on fait en sorte, en tout cas, dans nos quotidiens d'action, qu'elles soient professionnelles ou bénévoles, qu'on puisse vraiment recueillir, écouter la parole des bénéficiaires. Et là, on a eu une étude d'impact sur des kits hygiène, qui sont en fait des kits qu'on distribue aux bénéficiaires, que ce soit donc dans les SAMU sociaux, dans la CHRS, dans les points hygiène, dans un certain nombre de dispositifs. Et finalement, on a interviewé ces 240 bénéficiaires de kits hygiène, et qui nous ont dit quoi? Qui nous ont dit que pour 50% d'entre eux, ils pensaient qu'ils n'étaient pas en bonne santé. Et dans ces kits hygiène, on leur propose à la fois des produits d'hygiène, mais à la fois un guide qui recueille un certain nombre de numéros de téléphone usuels, un certain nombre de services sociaux, puis aussi un certain nombre d'éléments de prévention contre les pathologies liées à la précarité et au séjour dans la rue. Et ces gens-là nous disent, moi j'ai bien aimé ce que vous avez écrit sur votre livret, je l'ai lu, c'est intéressant. Et pour la majorité d'entre elles, elles nous disent,
Écoutez, moi je suis prêt effectivement à considérer que ma santé est importante et je suis prêt à rentrer dans un processus de soins. Et ça, je trouve que c'est, quand on prend le temps d'écouter, effectivement, mais c'est tout ce que vous avez dit et je pense que les uns et les autres, on peut se dire à peu près les mêmes choses. Alors pour finir, je voulais dire, effectivement, on a parlé des 70 ans de la sécurité sociale, on a parlé de cette loi santé qui est en train de se profiler dans nos instances nationales. On a beaucoup parlé de statistiques et de moyennes. Et on peut se dire qu'effectivement, globalement, on peut être satisfait de cette statistique et de cette moyenne. En tout cas, je voulais remercier vraiment le Secours populaire et l'Académie nationale de médecine, parce que je pense que ce colloque a permis, en tout cas, d'éclairer les personnes invisibles. Merci, moi je dis merci de pouvoir éclairer aussi ces praticiens de terrain dont on ne parle pas forcément beaucoup. Merci en tout cas d'avoir éclairé ces rencontres du quotidien avec la précarité, la pauvreté, la grande exclusion. Puis je dirais aussi merci de confirmer le rôle essentiel des associations, de nos associations, parce que par nos actions bénévoles et citoyennes, je pense qu'on éclaire aussi la situation de ces personnes vulnérables. Et je terminerai pour dire notre vulnérabilité commune, parce que tous on est vulnérables, et bien je pense que c'est vraiment le fondement de notre humanité. Merci à vous tous. Merci Françoise. Marjorie, donc Fédération de Paris et Secours populaire. Nous avons un outil au Secours populaire qui permet de cerner la situation des personnes les plus fragiles. Et cet outil dit qu'il dispose de 3,40 € par jour en moyenne. Et on s'interroge sur comment peut-on avoir accès aux soins avec 3,40 € par jour. Marjorie. Bonjour. Je vais présenter brièvement le fonctionnement de la permanence Information Santé de la Fédération de Paris du Secours populaire français. Cette activité existe depuis près de 6 ans. Elle est animée par une équipe de 3 bénévoles et elle accueille environ 400 personnes chaque année. Le public que nous recevons dans le cadre de cette action Information Santé est constitué majoritairement d'hommes, pour la plupart primo-arrivants et en situation de grande instabilité, voire d'errance. Nous avons 2 domaines principaux d'activité. D'une part, l'accès à la couverture maladie. Les bénévoles aident concrètement les personnes accueillies à constituer leur dossier d'aide médicale État. En effet, comme cela a été évoqué ce matin par les différents intervenants, le public rencontre d'importantes difficultés à rassembler l'ensemble des pièces nécessaires. Les bénévoles sont également présents pour accompagner le demandeur dans le suivi de son dossier. Pour mener à bien cette mission, qui représente les 2 tiers de notre activité, nous faisons appel aux plateformes de la CPAM et aux délégués de la CPAM qui interviennent dans certains ESI. Cela nous permet de souligner, dans la continuité de ce qui a été dit ce matin par Vincent Beaugrand, l'importance de l'accompagnement effectué par les professionnels de la sécurité sociale. Le 2e volet de notre activité consiste à proposer une aide à l'accès aux soins. Cela se traduit par trois principaux champs. D'une part, une aide à la prise de rendez-vous avec les PASS et les services sociaux des hôpitaux ou des professionnels de santé. Cela s'accompagne d'un temps d'échange sur le parcours de soins. D'autre part, une orientation efficace vers d'autres acteurs, soit au niveau associatif, soit auprès des centres médico-sociaux. L'équipe travaille en étroite collaboration avec les autres acteurs de terrain. Enfin, un dernier volet auquel nous avons été confrontés était la gestion des dettes hospitalières. Le rôle des bénévoles a consisté à une orientation appuyée vers les services sociaux ou une demande d'échelonnement de la dette. En conclusion, on constate que l'écoute et le temps accordé sont au cœur de notre activité. 2 notions associées aux compétences acquises au fil des années par notre équipe de bénévoles dans les domaines de la complexité administrative, à laquelle il a été fait allusion précédemment,
et connaissances acquises sur la richesse du tissu associatif parisien auquel nous recourons quotidiennement. Merci Marjorie. Fabrice Mollier, oui. Ah, vous ne fâchez pas. Donc vous êtes en charge de l'accès au droit au Secours catholique. Oui. Donc vous allez nous exposer ce que propose éventuellement comme piste d'appui, d'accompagnement. Voilà. Cette activité. Oui. Donc je me suis demandé ce que je pouvais dire de plus par rapport à toutes les interventions depuis ce matin, puisque l'essentiel a été dit de façon très étayée, très argumentée. Donc on n'a pas grand-chose à rajouter. Donc j'ai beaucoup apprécié d'une part l'invitation et puis tout ce que j'ai appris en complément de l'expérience de terrain que j'ai au secours et puis les remontées de terrain de nos équipes locales, de nos 4000 équipes locales un peu partout en France et de nos groupes qui se développent. Donc, mais je me suis à la fois je suis à la fois très satisfait et très heureux de ce type de colloque où on apprend beaucoup de choses, où c'est très étayé, il y a des propositions, très étayé, pardon, il y a des propositions. Et puis, dans le même temps, je suis effaré, traumatisé par l'incurie du débat public sur ce type de questions, y compris d'ailleurs l'incurie du débat politique. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose à faire, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais un lien à trouver entre ce qui se dit dans ce type d'instance et de colloque et ce qu'on arrive à valoriser auprès des pouvoirs publics et des responsables politiques. Alors, de mon point de vue, du point de vue du Secours catholique, effectivement, pour qu'il y ait parcours de soins, puisque c'est le thème de la table ronde, il faut qu'il y ait à la fois accès aux soins et accès aux droits. Tout ce qui s'est dit tout au long de la matinée et de l'après-midi. Donc, très rapidement, puisque le temps nous est compté, je vais dire quelques mots sur le rôle des bénévoles, acteurs de première ligne parmi beaucoup d'autres. Quelques mots, d'ailleurs, qui ont déjà été évoqués sur la nécessité du changement de regard. Et puis aussi, et là c'est peut-être une responsabilité associative sur laquelle on doit mieux s'engager, nous tous, quelles que soient nos associations, la nécessité du plaidoyer et de l'interpellation des pouvoirs publics. Alors sur le rôle des bénévoles, je ne vais pas m'étendre, on a eu différents témoignages de collègues d'autres associations. Donc vous le savez, l'importance pour ces bénévoles qui viennent de tous horizons de la société, de cet engagement qu'on admire parce qu'il est gratuit, parce qu'il est désintéressé, et la volonté de s'engager dans la durée, avec un point d'attention pour nous, c'est de se dire, beaucoup de bénévoles, encore une fois, dont on admire le dévouement, viennent pour aider, et nous on a la prétention, l'ambition de dire, il faut accompagner les gens. Il faut, comme ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure par le médecin de la PMI, il faut aussi construire autour des talents des gens, de leurs compétences, et pas seulement ne pas voir seulement leurs manques. Et il faut aussi permettre aux gens de retrouver un certain pouvoir d'agir. C'est ambitieux, c'est peut-être parfois prétentieux, mais de se dire effectivement, en toute humilité, avec le temps que ça nécessite, comment on accompagne petit à petit ces bénévoles dans la prise de conscience que certes on est là pour aider, mais l'aide, ça va beaucoup plus loin que ce qu'ils imaginaient au départ. Donc il y a un vrai enjeu pour toutes nos associations d'accompagnement et de formation des bénévoles, qui sont indispensables, bien sûr, et qui sont irremplaçables pour l'accueil chaleureux, l'accompagnement des personnes. Au passage, il y a un petit travail à faire sur leur représentation par rapport aux travailleurs sociaux. On l'a évoqué tout à l'heure. Se dire que les travailleurs sociaux, eux aussi, sont en première ligne, sont souvent en souffrance par rapport, comme nos bénévoles, par rapport aux difficultés qu'en rencontrent les personnes. Donc voilà, il y a tout un accompagnement à faire pour que cet accompagnement par les bénévoles soit vraiment au service des personnes en prenant en compte aussi leur potentialité. On a aussi, se développe aussi chez nous, petit à petit, des groupes dits d'action citoyenne, qui partent au départ comme des groupes conviviaux, et après, les personnes en précarité, en petit nombre, avec certains de nos bénévoles, réfléchissent sur les démarches qu'elles engagent auprès des pouvoirs publics. Alors c'est essentiellement actuellement sur les relations avec les bureaux des étrangers des préfectures et avec le bureau du logement des préfectures ou avec les organismes HLM, donc les difficultés rencontrées concrètement pour accéder à ces droits. Comment on subit la situation? Quelles propositions on formulerait pour que ça soit un peu amélioré? Et quel argumentaire bâtir, très concrètement, pour aller rencontrer un responsable d'institution, un responsable du bureau des étrangers, etc., etc.
Voilà, donc l'importance du développement de ces groupes. Et puis, en matière d'accès au droit, toujours, l'importance que j'évoquais tout à l'heure, mais d'accompagner plus spécifiquement par rapport à l'accès au droit. Et donc, le fait que, par exemple, nous avons des permanences, des accueils domiciliation, ça a été évoqué tout à l'heure par la personne du SAMU social, l'importance de la domiciliation pour accéder à ces droits lorsqu'on est sans domicile stable, mais justement le fait que toutes les associations et les quelques CCAS qui s'y engagent sont débordées. Donc un vrai problème de développer les organismes de domiciliation, une vraie attente par rapport à l'État pour qu'il subventionne mieux ces structures et qu'il organise mieux la domiciliation au niveau des différents départements. Voilà. Par ailleurs, ça a déjà été évoqué par d'autres, donc je m'étends pas, l'accompagnement des démarches auprès des caisses primaires d'assurance maladie pour faciliter l'ouverture de droits, l'aide aux gens à la constitution de dossiers, mais avec un regret évoqué, je crois, par Médecins du Monde ce matin, un regret de l'humanitarisation de la société et de l'accès aux droits. C'est-à-dire que de plus en plus, nos associations en viennent à remplacer les services publics et leurs organismes de protection sociale dans leur mission. À court terme, on peut toujours boucher les trous du dispositif, on peut toujours être médiateur, c'est indispensable, mais on ne peut pas remplacer les organismes de protection sociale dans leur mission première d'accueil, d'accompagnement des personnes dans la constitution de dossiers, etc., etc. Donc voilà, à la fois, louons, et c'est vrai, moi j'ai été épaté quand j'étais sur le terrain, louons le dévouement des bénévoles, mais ne leur faisons pas faire ce qui ne devrait pas être de leur ressort et demandons aux services publics d'assumer aussi ses responsabilités. Voilà. Donc, d'autres constats ont déjà été formulés, j'y reviens pas, sur les problèmes de refus de soins, les actions à engager, les difficultés d'accès aux droits en raison d'une réglementation qui est compliquée, etc. Un tout petit point au passage, par rapport à l'application de la réglementation, on est très inquiet par l'application de la réglementation par certaines caisses primaires d'assurance maladie, notamment en Île-de-France, pour l'accès à la CMU des demandeurs d'asile. Une population qu'on n'avait pas encore évoquée. Donc voilà, un petit point au passage, mais qui mériterait bien sûr beaucoup plus de nuances et de développement. La nécessité du changement de regard qui a été évoqué tout à l'heure, c'est vrai effectivement que le CNLE, par exemple, dans son avis sur le projet de loi santé, avait évoqué, ce qui a été évoqué tout à l'heure d'ailleurs par la Croix-Rouge, l'importance de former les futurs médecins par rapport à leur représentation, par rapport à leur connaissance des situations de précarité. Dans ce cadre-là, on peut aller un cran plus loin, c'est se dire comment on organise, ce qui a été évoqué par un autre intervenant tout à l'heure, on organise des co-formations autour du croisement de savoir, ce que fait très bien ATD Quart-Monde, alors évidemment sur des endroits très localisés, mais c'est important de voir que quand des groupes de médecins, soit d'étudiants, soit même de médecins en activité, et des groupes de personnes en précarité se rencontrent sur plusieurs jours et échangent ensemble sur leur représentation mutuelle, ça peut permettre effectivement de faciliter le changement de regard et de faciliter plus tard l'accès aux soins. Voilà. Je raccourcis. Il y a un enjeu de changement de regard de la société par rapport aux personnes, puisqu'actuellement on est tous confrontés et on voit des grands panneaux publicitaires de couverture de journaux sur les assistés. Donc on a un énorme travail à approfondir pour tenter, à notre modeste niveau, de changer la représentation de nos concitoyens sur les personnes en précarité et les prestations dont elles ont besoin. On essaie de faire ce travail avec nos donateurs qui sont très généreux, mais qui, comme tout le monde, comme beaucoup, sont très éloignés de ces réalités, donc d'essayer de les informer. Et bien sûr, il faut amplifier ce travail en faisant du lobbying auprès des médias, des journalistes, etc., etc. Un énorme travail à poursuivre. Voilà. Et il y aura plein d'autres points, mais je raccourcis. Là aussi, notre attente par rapport au pouvoir public, c'est qu'ils prennent la peine, par rapport notamment aux responsables politiques, qu'ils prennent la peine de lire toutes les études qui objectivent certaines réalités. J'ai évoqué l'avis du CNLE sur le projet de loi santé, qui était hyper pertinent, avec beaucoup de propositions, avec quelques regrets sur les lacunes de ce projet de loi et quelques propositions pour l'améliorer. Le défenseur des droits a rendu un avis aussi sur le projet de loi santé qui est très pertinent, très intéressant. Qui l'a lu, y compris parmi les parlementaires. Au dernier conseil de surveillance du fonds CMU, je salue Monsieur Beaugrand et son accueil des associations, on a eu une présentation d'une étude de l'ACNAM sur les dépenses de santé des personnes à la CMU complémentaire,
où on a de nouveau démontré, enfin la CNAM, que ces personnes, il y avait un rattrapage des soins pendant un certain temps, mais après elles ne dépensaient pas plus que les autres assurés sociaux. Qui a lu ces études parmi les décideurs? Voilà. Donc, on a une forte attente par rapport aux décideurs, par rapport aux parlementaires, par rapport au gouvernement, par rapport à ceux qui vont se présenter aux élections, de prendre le temps de lire toutes ces études, de prendre le temps, bien sûr, de venir rencontrer nos associations, d'écouter les argumentaires. On est membre du réseau Alerte, donc une trentaine d'associations. On est membre du collectif des associations unies pour une autre politique du logement, et quand on connaît les liens entre conditions d'errance ou conditions d'habitat déplorables et santé, toutes ces questions sont liées. Donc voilà, que on est preneur de dialogue, de poursuivre le dialogue, on est parfois écouté, mais bon, poliment, mais de poursuivre le dialogue avec les pouvoirs publics, et effectivement de se dire quelle place des personnes en précarité dans ce dialogue, d'où l'importance de revenir aux rencontres avec des groupes de personnes en précarité avec lesquels on échange sur leur rapport aux soins, leur rapport aux soignants, leur rapport aux institutions en général. Excusez-moi, j'ai été un petit peu trop long, et voilà. Voilà, bon, merci. Je suis désolée, mais il y a vraiment un temps très court qui reste, donc articulé entre vous deux, Didier Ma et Janine Rochefort, de sorte à ne pas trop dépasser le temps imparti. Je compte sur vous. Merci à vous. Je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que finalement, quand on passe l'avant-dernière, tout a été dit, alors on peut aller très vite. Donc, Médecins du Monde, eh bien, je parlerai pour nous définir un petit peu de notre slogan, si j'ose dire, je trouve pas le bon mot, soigner pour témoigner. C'est donc soigner, donner des soins, mais pas seulement des soins dans le modèle biomédical, c'est prendre soin des personnes. On en a longuement parlé, tous les intervenants en ont parlé. Là, ce n'est pas soigner le bobo, mais c'est soigner la situation de la personne, de la prendre dans son entité et de voir tout ce qui va, ce qui ne va pas chez elle, dans son bien-être physique, psychique et social, et témoigner de ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas et comment essayer de faire, je dirais, accompagner le changement social, faire réfléchir les politiques. J'irai très vite. C'est un petit peu ça, témoigner pour, in fine, plaider, pas plaider tout seul. Nous sommes nécessairement dans des partenariats, parce que tout seul, on n'a aucune valeur, alors que l'union fait la force. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Qui est-ce que nous rencontrons? Médecins du Monde, nous sommes là où les autres ne sont pas. À partir du moment où il y a une institution, où il y a un droit commun, où il y a des opérateurs institutionnels, nous ne sommes pas là. Donc nous soignons qui? Principalement les personnes en situation administrative précaire et, comme elles étaient définies tout à l'heure, les personnes expulsables, et puis également quand même des personnes marginalisées. Je pense aux usagers de drogue, je pense aux personnes se prostituant. Nous ne sommes pas partout, mais nous pourrions l'être auprès des personnes sortant d'incarcération. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Et c'est vraiment des gens qui sont en grande précarité. En tout cas, nous sommes auprès de personnes en situation de grande précarité. Alors oui, nous appuyons notre action sur des bénévoles. Médecins du Monde, c'est 90% de bénévoles pour 10% de salariés. 2000 bénévoles, environ 200 salariés. C'est ça, Médecins du Monde. Donc on s'appuie énormément sur les bénévoles, qui sont à la fois personnels soignants et également des personnes du tout venant, mais qui vont faire un travail qu'on appelle un travail d'accompagnement social. Alors oui, nous sommes dans l'accompagnement, je vais un petit peu redire tout ce qui a été dit. Oui, nous sommes dans la médiation et nous avons prouvé combien la médiation médico-sociale était importante, parce que si on demande aux usagers que nous rencontrons, aux personnes que nous rencontrons, quels sont leurs obstacles pour l'accès aux soins, eh bien, elles vont nous parler de la peur et du coût des déplacements. Elles vont nous parler de la barrière linguistique. Elles vont nous parler de la complexité du système de santé.
Elles vont nous parler des représentations qu'elles ont du système de santé. Et ce que nous voyons également, c'est les représentations que le système de santé, et c'est peut-être bien plus important, a sur les personnes en situation de précarité. Et quand Fabrice disait qu'il fallait changer les regards, oui, il faut changer les regards. Quand vous voyez des refus de soins parce que les personnes sont dites à la CMU, pensant que, sans faire de distinguo d'ailleurs entre CMU, CMUC, or des gens peuvent être à la CMU en étant très riches, simplement ils ne cotisent pas sur le travail. Donc ils sont à la CMU, ils paieront pour 8% de leurs revenus, qui dépassent 800 € leur... Voilà, donc il faut changer tous ces regards. Les refus de soins, on en a longuement parlé, je ne reviens pas dessus. Ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre que quand même, on commence peut-être à les prendre en considération. On ne parle plus de phénomène marginal. Qu'est-ce que je pourrais dire pour aller très très vite? J'avais préparé bien d'autres choses. C'est bien d'accéder aux soins, mais il faut aussi pouvoir s'y maintenir. Et pour accéder aux soins, nous offrons des centres de soins, mais très primaires, sans vrai plateau technique. Et là, le partenariat avec les passes hospitalières est incontournable. Et je remercie mes amis. Et là, avec la crise des migrants que nous sommes en train de vivre, je tiens à le souligner, nous avons eu un travail remarquable avec les passes. Corinne, tout à l'heure, parlait de la prise en charge de la gale, la situation épidémique de gale que nous avons eue à la porte de Saint-Ouen. Je salue et je félicite l'action de l'hôpital Bichat, qui pourtant par ailleurs n'avait pas nécessairement la vocation dans la qualité des passes, mais là a fait un travail remarquable et je tiens à le souligner. Et donc être entré dans le parcours de soins, mais également s'y maintenir. Et pour s'y maintenir, il faut tout un accompagnement. Qu'est-ce que je dirais quand les gens quittent la passe, parce que la passe c'est un SAS, c'est une passe. PA2SE, et après ils doivent pouvoir entrer dans le droit, dans le système général, la médecine libérale. Quand on connaît les déserts médicaux, certes géographiques, mais également les déserts médicaux liés au problème des secteurs, parce que vous avez des zones géographiques où il y a plein de plaques, il y a plein de médecins, mais ils sont en secteur 2. Et nos malheureux précaires, ils n'y auront pas accès. Donc les maintenir dans le dispositif de soins. Corinne nous disait tout à l'heure, la circulaire dit qu'on devrait dans les passes, faudra-t-il qu'elles en aient les moyens, accueillir les personnes en difficulté pour s'insérer dans le système de soins. C'est bien de cela dont il s'agit. Alors les renvoyer vers la médecine libérale, oui, il faut qu'on construise des circuits d'amont. Oui, la complexité du parcours lui-même, et puis il y a l'accessibilité financière. Parce qu'on a beau parler des mutuelles, on a beau parler de la couverture maladie, sécurité sociale, il faut savoir qu'elle ne couvre que 55%, la sécurité sociale de base, des frais médicaux généraux engagés. Sans mutuelle, on n'y a pas accès. Alors oui, il y a des dispositions, mais quand le Secours populaire nous disait que... rencontrer des personnes qui avaient 3 € un peu plus pour vivre par jour, ça fait 900 €, c'est-à-dire que c'est le seuil de pauvreté, excusez-moi, le seuil de pauvreté. Il faut savoir qu'au-delà, il n'y a aucune aide pour acquérir une mutuelle complémentaire. Donc les personnes, par souci d'économie, ne cotiseront pas de mutuelle, et quand elles vont être malades, elles ont les triples peines, elles se prendront les franchises, les forfaits, les 45% de reste à charge en pleine figure. Donc là, il y a un vrai problème. Alors, sur le papier, tout est à peu près écrit. Respectons les cadres réglementaires. L'accompagnement vers l'ouverture des droits, je ne reviens pas dessus, Fabrice en a longuement parlé, mais déjà que les institutions respectent les textes réglementaires. Quand on voit les CEPAM qui développent à loisir les pièces demandées pour l'accès à la CMU, pour l'accès à l'AME, que c'est renouvelable tous les ans, c'est-à-dire que tous les ans, les personnes vont rester 6 mois sans droit, le temps de l'ouverture, du renouvellement et de ceci et de cela. Voilà. Donc, toutes ces difficultés-là. Alors, je crois que je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore partir une demi-heure. Je vais te laisser faire la suite, Pascal. Merci, j'ai respecté mon temps. Merci. Didier Maille, désolé, vous avez la place la plus inconfortable, mais le privilège du mot de la fin, donc presque, donc je remplace pour la table ronde. Je remplace Didier Maille, qui est le responsable du service juridique du COMED.
Vous m'avez déjà vu ce matin, pour ceux qui étaient pas là, qui étaient là ce matin plutôt. Bon, moi, il y a eu vraiment énormément de choses de dites, donc je vais surtout essayer de ne pas répéter ce qui a été dit. Ça va être difficile. Je voudrais faire un préambule plus général sur le partenariat, et puis 3 points sur les déterminants sociaux structurels, sur concrètement l'aide, et sur quelles questions continuer à se poser et comment se les poser. Le préambule, on est effectivement là entre des recommandations pratiques et des recommandations d'évolution législative, voire sociétale, on l'a vu. On a beaucoup parlé de la formation, par exemple. Mais je crois qu'une des difficultés que nous rencontrons ici, et c'est pas du tout une attaque, Alfred Spira, merci beaucoup de nous avoir invités, donc je mets les warnings avant. Mais on voit bien la place, par exemple, de la société civile aujourd'hui, elle est sur la table ronde, les gens ont 5 minutes. Et je pense que dans la société civile, il y a aussi des gens qui ont des références, des cadres théoriques, qui pourraient exposer au même titre que des personnes qui sont dans d'autres institutions, le plus souvent des institutions publiques. Donc je pense que ça, c'est intéressant. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça a été souligné par une des oratrices, je crois la représentante du Défenseur des droits. On est souvent cantonné dans la société civile à ce go-between, cette espèce de pas de deux, là. Alors vous êtes soit des militants, soit des opérateurs. Ah non. On n'est ni des opérateurs, je pense, ni strictement limités à être des militants. Et je crois que tout citoyen, quelque part, peut choisir d'être militant, quelle que soit sa structure, sa fonction. Après, ça dépend de la charte, évidemment, de la structure. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut très rapidement tomber dans ce que j'appellerais la participation, qu'on connaît bien en santé publique, extractive ou consultative, mais en fait, on n'est pas dans la co-construction. Et je vais donner un exemple après un peu plus clair. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des formes d'agir ensemble où on n'est pas chacun cantonné à des rôles qui font que c'est très difficile de fonctionner ensemble et d'être plus efficace. Et la structure fait beaucoup de choses. On le voit très bien, par exemple, je suis médecin, ça frotte énormément avec les juristes. On n'a pas du tout la même façon de penser, mais c'est intéressant. Et on peut commencer à penser ensemble quand on a clairement identifié nos territoires et l'endroit où on peut les partager et où on peut co-construire. Voilà. Ça, je crois que c'est fondamental et je donnerai un exemple ensuite. Alors après, sur les 3 points que j'ai rapidement cités, bon, évidemment, il y a toute la question de l'organisation du système de santé et de l'accès aux soins. Au COMED, je crois que c'est connu, nous pensons qu'il est indispensable que toute personne en situation de précarité, qui est migrante ou pas, puisse avoir accès à un bilan de santé régulier, bilan de santé somatique et psychique. Et un des risques avec la crise, entre guillemets, des réfugiés, c'est de dire « Ah ben on va uniquement sélectionner les plus vulnérables, on va voir ceux qui ont des problèmes de psychotraumatisme, et puis les autres, non. » Attendez, non. On ne va pas, en 2015, d'abord séparer le somatique du psychique, et on va proposer, comme dans ce pays ça a été bien pensé, quelqu'un va rappeler la sécurité sociale, chaque personne, au cours de sa vie ici, a eu une proposition de bilan de santé par la caisse primaire d'assurance maladie. Faisons la même chose, depuis l'enfance, effectivement, jusqu'aux personnes plus âgées. Le deuxième élément important, c'est que ça doit être sous le contrôle et sous la responsabilité d'un ministère, qui s'appelle le ministère des Affaires sociales et de la Santé. En aucun cas, le ministère de l'Intérieur ne doit intervenir. Et on voit la dérive au niveau du droit au séjour pour raison médicale, où vous le savez, il y a une discussion actuellement sur le texte législatif, et nous sommes inquiets. Les personnes qui ont une régularisation, qui réussissent à obtenir une régularisation pour raison médicale, le système va changer. Et aujourd'hui, l'examen va être transféré du ministère de la Santé au ministère de l'Intérieur à travers l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on voit que toutes ces questions sont fondamentales, parce que bien sûr, si on met les gens dans des dispositifs, et on les fait travailler dans des dispositifs qui les empêchent de réaliser un accès aux soins équitable, on marche sur la tête. Et on crée effectivement de la souffrance au travail, on crée des contradictions, on crée des burn-out, etc. Et bien sûr, on ne respecte pas un certain nombre de principes d'accès aux soins qui ont été rappelés ici. Donc ça, c'est vraiment le point très très important. Je m'arrêterai là en disant qu'il y a effectivement toute la question autour des passes, je n'y reviendrai pas. Et justement là, on a un partenariat à plusieurs, et c'est ça qui est intéressant. Deuxième point, l'évolution du soin. Mais en fait, on touche à quoi ? On touche à la relation soignant-soigné.
c'est un travail, je dirais, perpétuel. Il y a un secrétaire perpétuel à l'Académie de médecine. Je dirais que le travail perpétuel, c'est celui-là. Et dans soignant, je ne mets pas que les médecins. C'est les assistants sociaux, c'est le soin global. Et là, je crois qu'il y a deux aspects qui ont été soulignés par mes collègues. Le premier, c'est celui de la reconnaissance. Comment reconnaître l'autre? Et peut-être un des premiers travaux de la société civile aujourd'hui, c'est de mettre de la reconnaissance là où il n'y en a plus dans certains dispositifs. Et c'est fondamental. Ça n'est pas parce que vous êtes une femme étrangère en difficulté, que vous ne parlez pas français, que vous n'allez pas avoir les mêmes droits à l'accès aux soins, le même nombre de consultations prénatales, le dépistage de la trisomie 21, etc. Donc ça, c'est un point, je crois, qu'il ne faut jamais oublier. Et ça passe aussi par de l'innovation, effectivement. Vous en avez parlé. Et ça passe aussi, on revient là à la participation. Ça passe aussi parce que Amartya Sen appelle les capacities, les capabilities, la capacité des personnes, au-delà d'être reconnues, à construire le système de santé dans lequel ils vont travailler, dans lequel ils vont aussi participer après, parce qu'ils vont peut-être travailler, ils vont peut-être cotiser, etc. Et ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que quand on fait un livret de santé bilingue, ce qu'on est en train de faire au COMED, on peut le faire de façon très verticale avec beaucoup de gens très compétents, qui vont certainement mettre énormément de choses. Surtout ne pas oublier la drépanocytose, on nous l'a rappelé. Mais quand on discute avec ce qu'on appelle les usagers, les bénéficiaires, je préférerais dire justement les acteurs aussi du système de santé, quels qu'ils soient, et y compris donc les personnes qui vont être soignées, et nous sommes tous acteurs et bénéficiaires, on va avoir des surprises. Et par exemple, sur ce livret de santé bilingue, ce qui nous a frappé, c'est qu'en faisant ce travail au COMED, ce qui est sorti, c'est il faudrait que vous fassiez un travail, non seulement sur la langue, merci, c'était très bien, sur là où on peut se procurer des soins, mais reconnaître l'exil que nous vivons. Et nous avons des questions très précises liées à l'exil, les gens qu'on a laissés sur place. Un sentiment de culpabilité, la difficulté ici, la xénophobie quotidienne, etc., etc. Comment l'inscrire avec eux, comment le travailler pour que ça soit reconnu, y compris dans la réalisation des outils, ça c'est fondamental. Et après, vous avez très bien cité toutes les activités, Madame, je crois que c'est vous qui l'avez fait, la danse, la chorale, etc. Bien entendu, être humain, vivre l'humain, ça commence par là. Ensuite, je terminerai par le dernier point, qui est celui de la formation et de la recherche. Alors, sur la formation, moi je souhaiterais qu'ici à l'Académie de médecine, il y ait des recommandations très concrètes. C'est-à-dire qu'on évalue en première année de médecine, en deuxième année de médecine, sur les compétences des futurs soignants médecins à comprendre comment ça marche la couverture universelle. Quels sont les différents modèles? D'ailleurs, ce concept n'a pas commencé en France en 1945, il y a eu Bismarck avant, etc., etc. Quels sont les différents modèles qui sont proposés? Qu'est-ce que ça pose comme question sociale? C'est quoi la différence entre l'équité, l'égalité? Ce sont des questions fondamentales. Moi, quand je me suis inscrit au Conseil de l'Ordre, on m'a remis un document me disant, voilà, c'est ça la déontologie. Ah non, c'est pas possible. Il faut forcément que ça soit travaillé sur des cas pratiques durant tout l'exercice. Et ça, je pense qu'il y a une responsabilité de l'Académie de médecine à être vigilant sur cette question. Mais on voit déjà une évolution des générations actuelles de médecins. D'autre part, il faut aussi apprendre à travailler ensemble, pas uniquement sur les formations initiales, mais dans les formations professionnelles, à travailler sur du pluridisciplinaire, à mettre des assistantes sociales et des médecins ensemble. En général, ils n'aiment pas trop, mais justement, c'est intéressant. Donc là, il y a des choses à inventer, à décloisonner et parler au-delà des compétences d'un certain nombre de systèmes de références théoriques qui sont importants parce qu'ils nous aident à penser les choses. Dernier point, je m'arrêterai là, il faut mesurer, observer, clarifier les catégories utilisées. Non seulement, bien sûr, les questions de discrimination, de refus de soins, mais par exemple, il est quand même assez amusant de constater qu'en Guyane, territoire français, département d'outre-mer, comme Paris est un territoire français, on parle de catégories qui n'ont rien à voir ici, qui ne seraient même pas autorisées. C'est-à-dire qu'on va parler de Noirs du Bushinengi, on va parler d'Amérindiens, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la production des données sur le plan épidémiologique, il faut clarifier de quoi on parle et il faut clarifier les choses au lieu de les mettre sous le tapis.
et de se dire « Ouh là là, il ne faut surtout pas parler du fait qu'il y a plein d'étrangers qui arrivent de tel et tel pays ». Au contraire, parlons-en, clarifions, levons les fantasmes. Et comme dit Hannah Arendt, purgeons-nous. C'est fondamental, c'est un travail de salubrité publique. Et enfin, dans le domaine de la recherche, je pense que là, et je finirai sur cette question-là, mais qui me semble fondamentale, je n'ai pas dit que la recherche n'était pas nécessaire. Au contraire, elle l'est. Ce que j'ai dit, c'est que nous avons les éléments aujourd'hui pour pouvoir commencer à agir. En revanche, il faut continuer de la recherche appliquée de façon à s'adapter et à évoluer en continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait, y compris sur des questions de théorie de la connaissance, épistémologique, travailler à décloisonner. Il n'y a pas les chercheurs d'un côté et puis la société civile, y compris sur les questions de recherche. Je parle de recherche-action, évidemment. Je ne parle pas de recherche fondamentale. Il y aurait tout un travail à mettre en place qui existe, qui est bien développé dans les pays anglo-saxons. Et en France, je pense qu'on a encore beaucoup de marge. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Merci pour cette table ronde.